Parmi les pathologies infectieuses qui secouent les populations de l'Afrique subsaharienne, il y a les hépatites. Et vous en savez davantage que moi. Et avec notamment le spécialiste que nous avons choisi, nous allons faire le tour de la question de l'hépatite C, qui est également un véritable tueur, un tueur silencieux. Et pour en parler, nous recevons Dr Serge Chamgwe, il est infectiologue. Docteur, merci de répondre à nos questions. Monsieur Ndongo, bonjour. Merci pour votre invitation. Alors avec vous, nous parlons des hépatites, mais nous voulons déjà savoir quel est le rôle de l'infectiologue que vous êtes. L'infectiologue, c'est le spécialiste du traitement des microbes dans l'organisme des individus. Et il y a plusieurs types de microbes, des microbes qui peuvent être des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. Et chacune de ces catégories que je viens de citer a en son sein des différents types de microbes. Et il est important pour l'infectiologue que je suis de pouvoir savoir de quel microbe le patient souffre pour trouver le bon antibiotique quand il s'agit d'une bactérie ou le bon traitement antiviral quand il s'agit d'un virus. Parce que sinon, ce microbe peut tuer l'individu si ce n'est pas fait dans des bonnes conditions par quelqu'un qui sait manier ces molécules et ces traitements. Et nous allons parler des virus avec notamment des hépatites. Combien de types d'hépatites rencontre-t-on? On rencontre plusieurs types d'hépatites. Donc des hépatites A, les B, les C, les D, les delta, l'hépatite E et autres. Et parmi ces types d'hépatites, certaines sont bénignes, c'est-à-dire qu'on va l'attraper et il n'y aura pas de conséquences graves sur l'état de santé de l'individu, notamment l'hépatite A. Mais par contre, il y a certaines hépatites virales, donc liées à des virus, qui vont être chroniques. Chronique, ça veut dire que vous allez le porter pendant des mois, voire des années. Et pendant qu'il est dans votre corps, il passe son temps à détruire votre organisme, étape après étape, à petit feu. Et parmi ces hépatites chroniques, nous avons l'hépatite B et l'hépatite C qui sont les plus préoccupantes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite C sur votre invitation. Alors, vous l'avez dit justement, l'hépatite, c'est notre préoccupation et la préoccupation d'ailleurs des téléspectateurs puisque vous avez parlé de l'hépatite B et l'hépatite C qui sont les hépatites les plus fréquentes, en tout cas en Afrique, au Cameroun particulièrement, et ça fait problème. C'est quoi l'hépatite C finalement? L'hépatite C est l'une des formes d'hépatite avec le virus C, de lettre C, dont l'histoire naturelle va être particulière. L'histoire naturelle, la façon de traiter et les possibilités de guérison vont être spécifiques, distinctes, différentes de celles de l'hépatite B par exemple. Et l'hépatite C a la particularité d'être liée à ce virus-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas trop complexifier le propos. Nous disons un virus à ARN, alors que l'hépatite B est un virus à ADN. Le virus à ARN ne va pas rentrer dans le code génétique de la cellule de la personne qui est porteuse de l'hépatite, alors que le virus d'hépatite B va y rentrer et va y rester longtemps. Et donc pour parler de l'hépatite C, cette hépatite C a la particularité d'être le virus qui va aller se positionner spécifiquement, principalement sur votre foie et attaquer ce foie. Alors le foie, il sert à quoi dans l'organisme? Le foie, c'est un organe qui est situé juste là, en dessous de la cage thoracique, en dessous de la côte à droite. Et ce foie, il sert à fabriquer l'usine d'énergie du corps, c'est-à-dire le glycogène, donc ce qui vous permet d'avoir le tonus et avoir la force pour marcher. Le foie va aussi permettre de traiter en temps réel les aliments que vous ingérez, les transformer pour que les nutriments qui sont dans ces aliments passent dans votre sang et permettent de nourrir le corps. Le foie va également être un organe qui va sécréter des substances pour vous défendre contre les infections, qu'on appelle les anticorps. Et enfin, le foie est un organe extrêmement précieux parce qu'il va nous aider à évacuer les déchets de l'organisme. C'est l'ISACAM de l'organisme. Et donc, vous imaginez bien que si ce foie est abîmé, ne fonctionne pas,
vous aurez donc des déchets dans votre organisme, déchets qui vont finir par vous tuer. Vous ne pourrez pas non plus vous défendre contre les infections et vous ne pourrez même pas facilement arrêter de saigner quand vous vous blessez parce que les protéines que le foie devait sécréter pour pouvoir maintenir l'étanchéité de vos vaisseaux quand vous êtes blessé, ce foie ne va pas fonctionner. Donc le foie est extrêmement précieux pour notre organisme. Que fait le virus de l'hépatite C sur le foie? C'est qu'il va aller sélectionner les cellules du foie, y rentrer et créer ce que nous appelons en médecine de l'inflammation. L'inflammation, c'est une irritation de ces cellules qui conduisent à leur destruction et des destructions qui se font petit à petit, au fil des mois et au fil des années. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce temps, que ce soit lorsque vous avez été contaminé ou lorsque le virus est en train de détruire votre foie, vous ne ressentez rien dans votre corps. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maux de tête, vous n'êtes pas couché. Vous continuez à mener votre vie normalement. Jusqu'au moment où, justement, le virus ayant suffisamment détruit le foie, vous aurez parfois une grosse fatigue, vous aurez parfois l'œil qui est un peu jaune, mais ce n'est pas systématique. Et le premier message à bien comprendre, c'est que le virus virus d'hépatite C peut être dans votre corps pendant de très nombreuses années, voire des dizaines d'années, et vous ne ressentez rien. Donc si on ne vous fait pas la prise de sang, on ne pourra pas le diagnostiquer. Donc, sur ce foie, il le détruit, et il le détruit malheureusement, en bout de parcours, vous allez avoir, parce que le foie ne marche plus, une accumulation d'eau dans le ventre, qu'on appelle acide. Donc l'eau part du secteur vasculaire et se retrouve dans le ventre. Vous avez parfois des gens qui ont notre biais de pensionner. Vous aurez des gens qui sont fatigués, qui ont un risque de cancer, parce que quand on a ce stade d'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire que le foie, il est fatigué, c'est comme une vieille voiture qu'il faut mettre à la poubelle, pour dire trivialement. Il se produit ce processus. Alors ça se passe en combien de temps? Imaginez-vous, lorsque vous venez d'être contaminé par le virus, votre foie, il a une bonne texture normale, comme celle d'une éponge des assiettes. Je vais vous montrer par exemple, je vous prends l'exemple, vous avez le foie normal qui a cette texture, qui est mousse, qui est bien structuré, et le virus va le détruire au fil des ans, et en une vingtaine d'années, 20 à 30 ans, vous aurez le même foie qui aura cette texture-ci. Vous savez bien reconnaître l'éponge d'assiette et l'éponge de marmite. Et quand c'est devenu éponge de marmite, on parle de cirrhose du foie, de fibrose avancée. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une cirrhose, c'est que son foie est devenu comme éponge métallique. Vous voyez que la texture n'est plus la même et que justement les cellules, la place qu'occupent les cellules est occupée par de la fibrose et cette fibrose détruit le foie. Et c'est lorsque le foie est comme ceci que le cancer apparaît. Parce que la cellule cancéreuse est autre chose qu'une des cellules qui est abîmée et dont le programme génétique s'est modifié. Et elle se met à se multiplier de façon anarchique, sans tenir compte d'une quelconque régulation, et va devenir la cellule cancéreuse et va se multiplier, et ça va donner une grosse bosse. Et quand on a un cancer du foie, le pronostic est très sévère. Alors, docteur, on comprend que le foie est la cible de l'hépatite, en tout cas du virus de l'hépatite. Et lorsqu'il se trouve à l'intérieur, il nage comme dans la mer. Mais comment est-ce qu'on attrape l'hépatite? On n'a peut-être pas compris. Est-ce que c'est tombé du ciel? L'hépatite ne tombe pas du ciel. Il y a deux modes de contamination les plus classiques. C'est la contamination par le sang et la contamination sexuelle. Lorsque vous avez notamment eu des injections avec des seringues pas très bien stérilisées, et malheureusement ça peut arriver que ce soit, et souvent dans le cadre des soins qui sont faits
par certaines des personnes qui ne sont peut-être pas de corps médical ou ne font pas attention. Donc il faut faire attention à toutes ces aiguilles ou ces seringues qui ne sont pas bien stérilisées. On peut donc on peut transmettre l'hépatite par ce mode-là. Rappelons-nous que les populations qui ont été vaccinées quand elles étaient en âge scolaire, dans les campagnes de vaccination de masse, jusque dans les années 60, sont dans ces populations-là, beaucoup de gens ont contacté l'hépatite à l'occasion de ces vaccinations de masse dans l'enfance. Et ces personnes aujourd'hui ont 60-70 ans, elles ignorent qu'à l'âge de 10 ans, par exemple, on a transmis. Donc, premier mode de contamination, les aiguilles, les seringues, donc la voie parentérale. On a eu dans d'autres circonstances également, lorsque on fait des transfusions de sang, de poche de sang, s'il n'y a pas des règles de stérilisation assez rigoureuses, on peut transmettre également de cette façon. Et les autres actes, vous voyez, quand on fait des tatouages, quand on fait certains actes de médecine dite traditionnelle avec des excoriations, ça c'est des scarifications, c'est extrêmement source de transmission. Et toutes ces personnes qui un jour ont eu ce genre d'actes, ils sont appelés à faire un dépistage pour pouvoir savoir si elles ont l'hépatite ou pas. Il y a aussi la contamination sexuelle, ça se transmet par le sexe. Et donc, raison de plus également pour pouvoir contrôler le virus dans ce cadre-là. Dites-nous davantage, il y a un autre aspect qui est également évoqué par la population, on parle de la salive. Est-ce que l'hépatite peut se transmettre par la salive? Alors, c'est surtout l'hépatite B qui se transmet par la salive. L'hépatite C, c'est exceptionnel, il n'y a pas de cas décrit dans la littérature. Et l'hépatite B se transmet par la salive parce que c'est celle des hépatites qui reste le plus dont la particule de virus reste la plus coriace, la plus résistante aux conditions environnementales quand elles sont en surface. Donc c'est surtout cette hépatite-là. Mais la C, classiquement, ne se transmet pas par la salive. Alors, nous allons évoluer et pour comprendre exactement le fonctionnement de l'hépatite C dans l'organisme, on a compris que c'est le foie qui est la cible à travers vos explications. Mais finalement, comment est-ce que... Mais pas seulement. Est-ce que nous avons ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure, c'est que vous aurez une vingtaine d'années, je suis quelqu'un de standard, pour avoir le foie abîmé. Mais si en plus, vous prenez de l'alcool, et en quantité significative, ça veut dire quoi? Plus de 20 verres de vin par semaine, si vous êtes un homme, plus de 14 verres, je lis aux téléspectateurs qu'ils m'entendent très bien, plus de 14 verres par semaine si vous êtes une femme, vous augmentez le risque de détruire rapidement votre foie. Au lieu de détruire le foie en 20 ans, vous pouvez le faire en 10-15 ans. Si en plus de ça, dans votre organisme, il y a le virus du VIH, vous allez encore être à risque de le détruire plus rapidement. Et je termine, c'est que si au final, en plus de ça, vous avez un embonpoint, vous avez une obésité, vous allez avoir un foie gras, et tous ces cofacteurs vont s'additionner pour entraîner une fibrose, donc une cirrhose, et détruire rapidement votre foie. Et donc, le premier message, si on se voit, c'est pour que nous expliquions les choses et pour que le téléspectateur ait lui-même, dans son hygiène de vie et dans son quotidien, qu'il mette des mesures, qu'il mette en œuvre des mesures pour éviter justement d'être concerné par ça. Arrêter l'alcool, c'est indispensable. Essayer d'avoir un poids correct, c'est aussi important. Et donc, cette particularité qu'il fallait relever lorsque je me suis permis de vous couper. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on parle d'hépatite C. Il faut savoir que dans 5 à 10% des cas, ça ne touche pas que le foie. Ça touche le foie et ça donne ensuite ce qu'on appelle les manifestations extra-hépatiques du virus, à savoir on peut avoir des atteintes articulaires, on peut avoir des atteintes rénales, on peut avoir un risque majoré d'avoir un type de cancer qu'on appelle un lymphome. Donc c'est
par des mécanismes en fait d'emballement des systèmes de défense immunitaire, hein, et donc de dérèglement du système immunitaire. Donc c'est une maladie sérieuse, c'est une maladie silencieuse mais sérieuse, qui est grave et qui détruit l'organisme dans le temps. Alors, vous avez parlé des facteurs tout à l'heure à travers l'alcool, à travers autre chose qui peuvent faciliter l'évolution de la maladie dans l'organisme. Vous avez également parlé de ce que l'hépatite peut créer comme autre maladie lorsque vous souffrez déjà de cette pathologie, je voudrais dire l'hépatite C. Maintenant, comment vit celui qui est victime de l'hépatite C? On sait qu'il est malade. C'est un tueur silencieux, on l'a dit, en tout cas une maladie qui ne fait pas de bruit, qui évolue à bas bruit. Mais comment est-ce que la personne qui est victime de l'hépatite C fonctionne au quotidien? Elle fonctionne au ralenti. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est fatiguée. Elle a une fatigue physique que nous voyons d'ailleurs a posteriori lorsque nous traitons les patients et qu'on guérit de leur hépatite. Ils vous disent, mais docteur, je revis, je suis capable de faire des choses que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais obligé de m'arrêter en mi-journée pour faire l'assiette, sinon je ne pouvais pas tenir une journée complète. Donc il y a une fatigue physique indéniable qui plombe la disponibilité de la plupart de nos patients. La deuxième chose, on n'insiste pas assez, il y a ce qu'on appelle une fatigue intellectuelle, une fatigue cognitive. C'est des gens qui réfléchissent, qui sont ralentis dans leur façon de traiter l'information, et nous voyons aussi, et c'est ce qui est extrêmement passionnant et agréable dans le soin de cette pathologie, vous voyez des gens revivre, à nouveau reprendre même, avoir envie même de reprendre les cours par correspondance ou bien les cours du soir, parce qu'ils retrouvent des capacités intellectuelles qu'ils n'avaient pas avant. Oui, donc au quotidien, c'est surtout ça qui est en avant. Et puis surtout, dans notre contexte, lorsque quand quelqu'un est fatigué, on a mis une raison d'expliquer la fatigue, y compris le voisin ou le frère, etc. Et on ne pense pas que ça peut être lié à l'hépatite, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment inciter au dépistage et la prise de sang pour pouvoir identifier ce virus, ou le rechercher en tout cas, dans ces circonstances-là. Alors, en dehors de la fatigue et autres que vous évoquez, est-ce qu'on perd du poids? Est-ce qu'on diminue si on était costaud ou alors que physiquement? Non, mais vraiment, très clairement, alors que dans d'autres maladies infectieuses, le sida, où on va perdre beaucoup de kilos, on va avoir la diarrhée, on va avoir des signes qui prouvent que la maladie a évolué. Attention, n'attendez pas voir les symptômes cliniques graves ou non de l'hépatite avant de vous en préoccuper. Si vous attendez, vous attendrez longtemps et vous attendrez quand le foie sera abîmé, comme ce que je vous ai dit au début du propos, parce qu'une fois que le foie est devenu incompétent, vous avez le transfert de l'eau du secteur de vos vaisseaux vers le rein qui se fait moins bien. Je ne rentre pas dans les détails. Vous avez l'eau qui va s'accumuler à un endroit où elle ne doit pas être, c'est-à-dire au niveau du péritoine, et vous aurez des gens avec un gros ventre. Ils sont souvent fatigués, allongés, et nos collègues sont obligés, et nous, nos collègues, on est obligés de ponctionner en faisant la ponction de ce qu'on appelle l'acide. C'est une sérosité qui se produit lorsque le foie est abîmé. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vont saigner facilement parce que leur capacité de coagulation ne marche pas bien. Mais ça, je préfère ne pas insister dessus parce que dans ce cas-là, vraiment, votre cas est plus que sérieux. Donc, et si nous faisons cette émission et si nous intervenons en écho à la dynamique promue par nos autorités sanitaires qui nous incitent, nous, cliniciens sur le terrain, à accentuer la sensibilisation. Nous le faisons également dans le cadre de la Société camerounaise de gastro-entérologie dont je suis membre associé en tant qu'infectiologue. Nous avons donc cette mobilisation de praticiens pour non seulement soigner les patients, mais également insister dans des campagnes comme celle-ci, de grand public, pour inciter les gens à se faire dépister, à chercher s'ils ont ou non ce virus dans le sang pour être pris en charge rapidement et correctement et efficacement par des spécialistes formés et compétents pour cela. Alors, vous avez lâché le mot, la prise en charge. C'est également une autre paire de manches pour ceux qui souffrent de l'hépatite C, ou alors d'hépatite en général, mais beaucoup plus de l'hépatite C. Aujourd'hui,
lorsqu'on souffre de l'hépatite C, est-ce qu'on est voué à la mort? On peut être pris en charge, on peut guérir? La bonne nouvelle, depuis donc mi-2016, c'est qu'on peut au Cameroun guérir, je dis bien guérir de l'hépatite C. Et si j'ai répondu favorablement à votre invitation, c'était parce que ce message fort-là est important à donner à la population, à le marteler et à revenir dessus en disant que c'est possible. C'est possible parce que les médicaments sont disponibles, les nouveaux médicaments. Parce que, rappelons-le, les anciens médicaments et les patients qui ont été traités dans les années antérieures, beaucoup d'entre eux ont eu l'interféron et un certain nombre d'entre eux n'ont pas eu la chance de guérir sous interféron. Un faible nombre l'a été, mais d'autres n'ont pas été. Et à l'époque, ce médicament était très très mal toléré. C'est un médicament qui donne beaucoup de fatigue, qui vous rend malade en lui-même. Et ce médicament n'est plus préconisé à l'échelle internationale en première ligne comme traitement de l'hépatite C. Alors que nous tous, ici et à l'étranger, nous n'avions que ce médicament pendant près de 2 décennies pour traiter ce virus. Ce qui a changé au Cameroun en 2016, aux États-Unis en 2013 et en Europe en 2014, c'est l'arrivée des antiviraux directs. Une combinaison de molécules qui vont sélectivement rentrer dans la cellule du foie, trouver le virus et couper le virus en plusieurs morceaux. Couper le virus au niveau de son ADN, là où ce qui le fait le multiplier, couper le virus là où il fait des petits. Donc, on a un orage de bombes qui tombe sur le virus et qui le tue, qui tue toutes les particules virales en même temps. Quel que soit le degré de la maladie. Quel que soit le degré de la maladie, ça a été bien démontré. Et lorsqu'on a des formes assez avancées avec des patients qui ont déjà une cirrhose ou qui ont été préalablement traités dans le passé, nous allons ajouter un troisième agent qui est la ribavirine ou alors parfois traiter plus longtemps. Mais ça, c'est de la cuisine de spécialistes. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hépatite C se guérit avec un traitement qui se prend en comprimé, une fois par jour, 12 semaines, c'est 3 mois de traitement et c'est plus de 90, plus de 95% de guérison. Et ça se passe au Cameroun. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour cela. Alors, dites-nous, nous allons récapituler en 30 secondes puisque nous sortons déjà de l'émission. Quelles sont les mesures préventives pour éviter d'attraper l'hépatite C ou l'hépatite en général? C'est éviter de faire les soins au quartier. Des soins dans une formation sanitaire non agréée et qui, ou même quand elle est agréée, ne pratique pas les soins dans les conditions standards, des règles d'hygiène et de stérilité opposables. Donc, aller dans des endroits sérieux pour éviter toute contamination par du matériel souillé. Deuxièmement, soyez vigilants et n'allez pas avoir des contacts sexuels aléatoires multipartenariales de façon habituelle parce que au final, vous aurez et l'hépatite C et les cousins qui vont ensemble, la syphilis, la gonocoque, le HIV et les autres. Donc vraiment, ça c'est les messages les plus importants. Et le troisième message, c'est que même si vous n'avez pas, a priori, dans votre mémoire, ces risques, vous n'avez pas été exposé à ces risques, faites-vous dépister quand même. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez avoir été contaminé à votre insu et plutôt que de laisser le virus dans votre corps, détruire le corps à petit feu à votre insu, il vaut mieux le savoir, vous traiter et être guéri. C'est au moins un chapitre en moins à enlever sur votre capital santé. Vous êtes le spécialiste des hépatites, oui ou non? Oui. Merci. Merci à vous, Dr Serge Chamgoé. Vous êtes infectiologue, je l'ai dit, et merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition d'Actu Santé, consacrée en tout cas pour parler de l'hépatite, beaucoup plus de l'hépatite C. Vous l'avez compris avec le spécialiste. Merci de rester sur Equinox. Au revoir.